Il est 9h18, nous descendons dans la cave dont la porte s'est ouverte toute seule. On flotte tous ici. Bienvenue dans mon cauchemar. Bonsoir et bienvenue dans Inspiré de faits réels, je suis Mathias. Et je suis Charles. En ce mois d'octobre, alors qu'Halloween s'approche à grands pas, nous avons décidé de vous partager quelques histoires effrayantes à se raconter dans le noir. C'est le pari qu'a tenté Scary Stories, l'adaptation cinématographique de la série de livres Scary Stories to Tell in the Dark. Ces ouvrages d'Alvin Schwartz, pleins de légendes urbaines et d'inquiétants contes folkloriques, en boîte des classiques aux États-Unis, ils n'avaient malheureusement pas eu de traduction française avant cet été. Ce soir, nous allons vous raconter quelques-unes des histoires qui ont donné envie à Guillermo del Toro de porter les livres à l'écran. Évidemment, nous vous en dirons un peu sur Alvin Schwartz, l'homme qui a terrifié des millions d'enfants américains avec ses livres. Nous vous parlerons également de la genèse du film produit par Guillermo del Toro et réalisé par André Ovredal, sorti le 21 août 2019 en France. Un programme plutôt chargé donc. Éteignez les lumières et retrouvez l'enfant qui sommeille en vous, car ce soir, on retourne frémir au coin du feu avec Scary Stories to Tell in the Dark. Alvin Schwartz a écrit 82 histoires dans sa série de livres pour enfants. Le Point Rouge, extraite du 3e tome des Scary Stories, est une de celles qui ont le plus marqué ses lecteurs. C'est donc avec celle-ci que nous allons commencer cette session. Pendant que Jessica dort, une araignée grimpe sur son visage. Elle s'arrête quelques minutes sur sa joue, puis reprend son chemin. « Qu'est-ce que c'est que ce point rouge sur ma joue ?» demande Jessica à sa mère le lendemain matin. « C'est juste une morsure d'araignée, » lui répond-elle. « Ça va s'en aller, ne te gratte pas. » Rapidement, le point rouge devient un petit bouton. « Regarde, » dit Jessica à sa mère, « ça devient plus gros, ça me fait mal. »« Ça arrive parfois, » lui répond sa mère. « Il va falloir qu'on s'en occupe. » Quelques jours plus tard, le bouton a encore grossi. « Regarde, ça fait mal et c'est affreux, » s'indigne Jessica. « On va aller chez le docteur, » répond sa mère. « C'est peut-être infecté. » Mais le docteur ne peut la recevoir que le lendemain. Cette nuit-là, Jessica prend un bain chaud. Et au moment où elle s'immerge dans l'eau, le bouton explose. Une masse grouillante de petites araignées s'en échappe. Les œufs pondus dans sa joue viennent d'éclore. Maintenant que Mathias s'est bien amusé avec mon arachnophobie, je vais vous raconter une autre histoire tirée de Scary Stories to Tell in the Dark. Celle-ci s'appelle Le Gros Orteil. Un jeune garçon bêche à l'orée de son jardin quand il aperçoit, dans la terre, un gros orteil. Il veut le ramasser, mais il est accroché à quelque chose. Alors il tire violemment dessus, et l'orteil lui reste entre les mains. Il entend quelque chose grogner et détaler. Le garçon emporte sa trouvaille dans la cuisine pour le montrer à sa mère. « Il m'a l'air bien dodu, dit-elle. Je le mettrai dans la soupe et nous le mangerons au dîner. » Cette nuit-là, son père coupe l'orteil en 3 morceaux et chacun a droit à sa part. Puis ils font la vaisselle et, quand il se met à faire noir, tous 3 partent se coucher. L'enfant s'endort presque aussitôt, mais au milieu de la nuit, un bruit le tire de son sommeil. C'est un bruit qui vient de dehors. Le garçon tend l'oreille. Une voix l'appelle. « Où est mon orteil ?» gémit-elle. Quand le garçon entend cela, il frissonne mais pense. Il ne sait pas où je suis. Il ne me trouvera jamais. Puis il entend de nouveau la voix. Elle est plus proche cette fois. « Où est mon orteil ?» Le garçon tire sa couverture au-dessus de sa tête et ferme les yeux. « Je vais dormir, songe-t-il. À mon réveil, il aura disparu. » Mais bientôt, il entend la porte de derrière s'ouvrir, et une fois encore, la voix retentit. « Où est mon orteil ?» Puis l'enfant entend des bruits de pas dans la cuisine, dans la salle à manger, dans le salon, dans l'entrée. Puis, lentement, les pas gravissent l'escalier. Ils se rapprochent, encore et toujours. Bientôt, ils atteignent le palier et viennent tapoter jusque devant sa porte. « Où est mon orteil ?» La porte s'ouvre. Tremblant de peur, le garçon écoute les pas fondre lentement l'obscurité jusqu'à son lit, puis s'interrompt. « Où est mon orteil ?»« Je sais que c'est toi qui l'as pris !»
Bien que ce ne soit pas son histoire la plus effrayante, c'est avec le gros orteil qu'Alvin Schwartz a choisi d'ouvrir son premier tome des Scary Stories to Tell in the Dark, sorti en 1981. Journaliste américain et auteur de livres pour enfants né en 1927, Alvin Schwartz était un passionné de folklore qui a compilé des histoires toute sa vie. Celle du gros orteil, par exemple, lui a été racontée par un marin lorsqu'il était militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Légendes urbaines connues, contes folkloriques locaux, Alvin Schwartz s'est nourri de toutes ces choses pour ensuite écrire des histoires destinées au jeune public. Dès 1972, il publie un premier livre, A Twister of Twists, A Tangler of Tongues, dans lequel il raconte déjà des histoires adaptées de récits folkloriques venus des quatre coins des États-Unis. Mais c'est avec ses Scary Stories to Tell in the Dark qu'il entre dans l'histoire de l'édition. Après un premier tome en 1981, il en sort un deuxième en 1984, puis un troisième en 1991. Mort en 1992, Alvin Schwartz aura connu le succès de son vivant, mais malheureusement pas le véritable phénomène de société qu'est devenue sa trilogie dans les années 90, en se vendant à plusieurs millions d'exemplaires. De 1990 à 1999, les enfants de toute l'Amérique ont demandé à leur bibliothèque locale de commander les 3 volumes de Scary Stories to Tell in the Dark. Livres les plus réclamés de cette décennie, ils ont vite attiré l'attention des adultes. Chez les bibliothécaires les plus conservateurs, un mouvement de rejet est né et les livres ont été interdits dans plusieurs bibliothèques scolaires. Mais ces interdictions n'ont fait que renforcer l'attirance des enfants pour les ouvrages d'Alvin Schwartz et de Stephen Gammell. Car oui, la fascination des enfants pour Scary Stories to Tell in the Dark ne s'explique pas uniquement par les talents de conteur d'Alvin Schwartz. À la manière des couvertures de chair de poule, le choc de l'image a pesé autant que les mots. Les dessins cauchemardesques de Stephen Gammell, l'homme qui a illustré toutes les histoires, ont grandement participé à l'aura diabolique des livres. Ces images ont impressionné des générations de lecteurs, et pas seulement les plus jeunes. S'il avait déjà 17 ans au moment de la sortie du premier tome et la vingtaine au moment de l'énorme succès de la série, Guillermo del Toro a été durablement marqué par le travail de Stephen Gammell. En grand fan qu'il était, le réalisateur mexicain a même acquis des œuvres originales de Gammell aux enchères, malgré une situation financière alors très compliquée. Cet achat impulsif a même failli le ruiner et causer de vives tensions avec son épouse Lorenza. Guillermo del Toro a depuis confié qu'il avait ressenti un besoin irrépressible de posséder ces dessins de Stephen Gammell. La suite lui a donné raison. Quelques dizaines d'années plus tard, le destin est venu frapper à sa porte. La société CBS Films, qui possédait les droits d'adaptation de Scary Stories to Tell in the Dark, lui a proposé fin 2015 de porter les livres d'Alvin Schwartz à l'écran. En janvier 2016, le réalisateur a accepté de produire le film. Fin connaisseur du travail de Stephen Gammell, Guillermo del Toro a supervisé tout l'aspect visuel du long métrage. Son objectif affiché, reproduire à l'identique le design des monstres dessinés par Gammell. Il a d'abord convoqué Norman Cabrera, son responsable des effets visuels et maquillage sur Hellboy, pour le design de 2 créatures, Harold l'épouvantail et la femme sans orteil. Il a ensuite contacté Mike Hill, son collaborateur de la forme de l'eau, pour donner vie à la Dame Pâle et créer un nouveau monstre, le Jangly Man. Del Toro a également trouvé la base de l'histoire du film, celle d'un livre qui s'écrit tout seul et dont les histoires prennent vie. Pour lui, c'était une manière d'apporter une réflexion sur la puissance du storytelling dans la société moderne. Guillermo del Toro a voulu interroger l'impact du récit, un thème selon lui particulièrement d'actualité aujourd'hui. Le producteur a également voulu placer son histoire en 1968 pour 2 raisons. D'abord, l'absence de technologies modernes comme le téléphone portable, pour retrouver un semblant de vie locale. Ensuite, et surtout, pour le côté trouble de l'époque. Le spectre de la guerre du Vietnam et les tensions politiques, mais aussi la fin d'une certaine idée de l'American Dream, constituait, pour lui, une parfaite toile de fond. Après avoir donné l'idée de base et pris en charge l'aspect visuel de Scary Stories to Tell in the Dark, Del Toro a confié le script aux frères Dan et Kevin Hageman, les scénaristes de The Lego Movie. Un choix qui pourrait surprendre pour un film d'horreur, mais au final plutôt logique. Le film a été imaginé dès le départ comme grand public, taillé pour une classification PG-13. Recruter des scénaristes habitués au film pour le jeune public et ses règles était donc assez malin. De plus, le duo n'avait jamais lu les livres, qui étaient interdits dans leur école. Un œil extérieur qui a permis aux Hageman d'imaginer plus facilement une histoire pour lier les petits récits d'Alvin Schwartz entre eux. S'il a un temps été annoncé comme réalisateur du film, Guillermo del Toro a pourtant toujours été très clair. Scary Stories to Tell in the Dark serait réalisé par un autre. Une fois la pré-production terminée, il a jeté son dévolu sur André Øvredal, un Norvégien dont il avait adoré les 2 premiers films. Trollhunter, tout d'abord pour son humour, The Autopsy of Jane Doe pour sa gestion efficace de la tension et des effets horrifiques. Avec ces 2 atouts, Øvredal était donc une recrue logique pour offrir des montagnes russes à de jeunes spectateurs en alternant horreur et légèreté. Pour Del Toro, Øvredal était
je cite, le gars idéal pour ce projet. C'est d'ailleurs le seul qui l'a approché. Norvégien, le réalisateur n'avait jamais entendu parler de Scary Stories to Tell in the Dark. Normal, puisque les livres ne sont jamais sortis en Norvège. Mais il est tombé amoureux du script des frères Hagman, qui lui a rappelé les films qu'il avait aimés dans son enfance, ceux des studios Amblin, comme Gremlins et les Goonies. Pour lui, c'était l'opportunité de rendre hommage à ce cinéma dans lequel il a grandi, comme il a expliqué dans les nombreuses interviews pour la promo du film. Je le cite. J'ai voulu faire de Scary Stories un mix entre une histoire horrifique et un hommage au film d'aventure à la Amblin que j'adorais dans mon enfance. J'ai voulu contrebalancer l'adrénaline que l'on reçoit devant un film d'horreur avec les ondes positives qui se dégagent de ces films qui m'ont fait aimer le cinéma quand j'étais petit. André Øvredal a repris son chef-op de l'autopsie de Jane Doe, Roman Ozin, et entamé le tournage sans Guillermo del Toro sur le dos. Occupé ailleurs, le Mexicain lui a accordé sa pleine confiance. Tous deux avaient de toute façon la même vision pour le film. Une vision que del Toro défend d'ailleurs dans tout son cinéma. Celle selon laquelle les monstres sont bien moins inquiétants que la psyché humaine. Les pires monstres dans ce film sont les mensonges, la tromperie et les fausses histoires, a d'ailleurs déclaré Øvredal. Une phrase qui montre bien que les deux hommes se sont vraisemblablement compris. Si Del Toro a eu le final cut en tant que producteur et superviseur général du film, leur collaboration semble s'être très bien passée. Producteur et un réalisateur qui s'entendent bien, un chef passionné et des équipes enthousiastes, un matériau d'origine culte aux États-Unis, est-ce que ça a suffi pour faire un film incontournable ? C'est ce que nous allons voir à présent. Maintenant qu'on vous a parlé de l'histoire, des livres, de l'origine des histoires de ces récits folkloriques, place au spoil, place au film, puisque on va vous parler de Scary Stories, sorti fin août dernier en France. Je commence par un petit synopsis, Mathias, tu veux bien ? Oh bah écoute, je t'en prie, avant qu'on commence d'ailleurs, je tiens à préciser, Oui. je suis sur une fin de rhume, donc si vous m'entendez avoir une voix un peu plus grave que d'habitude, rediffler à l'occasion, je suis désolé, je pense que Charles va couper au montage la J'enlèverai plupart. les reniflements au montage. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part, monsieur. Voilà, je tiens juste à le préciser au cas où vous seriez étonné par cette voix de Barry White, n'est-ce pas ? Et donc voilà, je te laisse faire le synopsis du film. On est le soir d'Halloween 1968, un petit groupe de 3 jeunes, Stella, Oggy, Chuck, auquel se colle un certain Ramon, est poursuivi par un bully, il n'y a pas d'autre mot, un méchant garçon, qui s'appelle Tommy Milner, à qui ils ont fait une blague à base de caca. Il s'enfuit et se réfugie dans une voiture, dans un drive-in, dans lequel il diffusait Night of the Living Dead. Attention, premier ancrage dans l'époque. Il rencontre donc Ramon dans sa voiture. Ils vont ensuite dans une maison réputée hantée parce que c'est Halloween et qu'ils veulent se faire peur et qu'ils sont jeunes. Ils y découvrent notamment un carnet contenant des histoires horrifiques que Stella, qui va devenir finalement l'héroïne du film, va ramener chez elle. Stella est fan de films d'horreur, on le voit dans sa chambre quand elle ramène Ramon. Il va s'avérer que les histoires écrites dans ce carnet, écrites à la main, elles sont des histoires avec une écriture manuscrite, se sont réellement produites et qu'une nouvelle est en train de s'écrire et qu'elle concerne ce cher Tommy, le bully, rentré chez lui à la ferme. Et je pense que on va déjà commencer par s'arrêter là pour pas trop spoiler. Mais du coup, les histoires vont s'écrire au fur et à mesure et on va avoir affaire à une sorte. Alors, le mot va être réfuté par Øvredal lui-même et Guillermo del Toro, mais une sorte de petite anthologie d'histoires mises en scène avec des monstres à chaque fois. Pour ce qui est de la fiche technique, donc le film est réalisé par André Øvredal, comme vous l'avez dit, qui a aussi réalisé 2 longs métrages avant. Il était sur plusieurs projets, mais il y a 2 longs métrages qui ont accédé au circuit international. Trollhunter et The Autopsy of Jane Doe, sur lesquels je reviendrai plus tard, parce que je pense que c'est intéressant de recaler Scary Stories dans sa filmographie et voir en quoi c'est un film qui est assez différent et quels procédés ont amené au fait qu'il soit différent. À la production, on retrouve Guillermo del Toro. Alors Guillermo del Toro, fascination pour le monstrueux, n'est-ce pas ? Que vous n'avez pas pu manquer puisque son nom est écrit en gros sur toutes les affiches de Scary Stories. Exactement. On ne voit quasiment que lui dans le marketing. Blade 2, Hellboy, Le Labyrinthe de Pan, Pacific Rim, dont j'avais particulièrement aimé le premier volet, et un film que j'avais adoré, La Forme de l'eau, qui est un grand rappel, une grande réorchestration de
L'étrange créature du lac Noir, sorti en 1954. Il y a du monstre à droite à gauche. Dans la filmographie de Guillermo del Toro, il est fasciné par ces monstres. Et là, je pense que s'il produit ce film, ce n'est pas par hasard, comme vous l'avez dit dans la première partie. C'est une fascination qui se traduit aussi visuellement. Je sais pas si t'as vu La Forme de l'eau, Mathias. Non, malheureusement, j'ai t'as pas toujours pas eu cette chance. Son monstre est tout simplement fabuleux. C'est un acteur qui joue la gestuelle, qui est dans un costume. Je sais pas quelles ont été les retouches en CG par-dessus, mais il y a une gestuelle magnifique. Le monstre est presque dansant. On va revenir dessus, évidemment, sur le discours que tient Scary Stories, mais pour l'instant, je dirais que déjà, il y avait un thème déjà similaire dans La Forme de l'eau, à savoir l'Amérique en miroir des années 60, qu'on retrouve fortement dans Scary Stories, avec, bon, selon moi, un peu moins de virtuosité, mais ça, on reviendra dessus. Au scénario, Dan et Kevin Hageman, pour les replacer, alors déjà, ces deux frères, ils bossent beaucoup ensemble. Ils ont écrit pour Hôtel Transylvanie, Chasseur de trolls, mais pas le Trollhunter de Ovredal, ça n'a rien à voir, c'était une série animée de DreamWorks pour Netflix. Produite par Del Toro, d'ailleurs. Produite par Del Toro, tout à fait. La Grande Aventure Lego et Lego Ninjago. Alors, j'ai pas vu Lego Ninjago pour le coup. Puis, ils vont écrire aussi... Scary Stories arrive un peu comme une anomalie dans leur parcours, puisque l'an prochain, ils sont déjà à l'écriture sur les Croods 2. Encore un truc sur lequel j'aurais peut-être à revenir tout à l'heure. Ensuite, qui joue dans ce film? Zoé Margaret Coletti dans le rôle de Stella, qu'on a surtout vu sur des petits rôles à la télé. Enfin, que moi, en l'occurrence, je n'avais, je crois, jamais vu, en fait. Moi non plus. Et ce qui apporte une certaine fraîcheur, disons. Hein. Le casting des enfants, notamment, ne sera pas forcément disons, un casting de grandes stars, et c'est peut-être pas plus mal, en fait. Il y a juste l'acteur qui joue Ramon, qu'on a déjà vu dans Hunger Games. Moi, c'est là que je l'avais repéré. Alors moi, c'était dans Wayward Pines. Oui, dans Wayward Pines, exactement. Petite série qui s'était arrêtée, je crois, après la saison 2 ou 3. Bon, voilà, la saison 1 était assez chouette. Était assez chouette jusqu'à la saison 1. Reveal, mais ouais, je veux bien aimer la saison 1. Donc c'est Michael Garza. Michael Garza. Gabriel Rush dans le rôle de Augie, qui a joué dans Moonrise Kingdom et Grand Budapest Hotel. Austin Zajur, je sais pas si je le prononce bien, dans le rôle de Chuck. Beaucoup de télévision US aussi. Perso, je l'ai vu faire une apparition dans Kidding, mais c'était à peu près tout. Donc des têtes pas forcément connues, ce qui au final est pas plus mal. Il évite un petit peu le syndrome Ça, si je peux dire, le remake de Ça, où on avait le même un enfant en commun avec Stranger Things, ce qui avait valu forcément on peut s'en mêler un petit peu les pinceaux, ou disons voir un certain effet de mode. Là, c'est pas forcément le cas. Et il y a je crois que c'est le papa de Stella qui joue Hank dans Breaking Bad quand même, mais qui a un rôle extrêmement secondaire. Je crois qu'on le voit en tout et pour tout 2 minutes. Ouais, on le voit un poil plus, mais ouais, vraiment pas beaucoup plus. Le film est vraiment centré autour des enfants, et donc c'est bien de voir ce casting d'enfants qui déjà est rafraîchissant, puisqu'on l'a quasiment jamais vu au cinéma, et qui en plus, faut le souligner, joue plutôt bien. Ce qui n'est pas toujours le cas avec les enfants acteurs. Il y a eu des soucis dans pas mal de films. Là, en l'occurrence, non, très bien. Dans pas mal de films, je pensais notamment au Village. Au Village. Non, à The Visit de M. Night Shyamalan. The Visit. Oui, c'est un petit peu compliqué. C'est pas pareil. Là, non, tout le cast est plutôt attachant. Alors, on est sur des gros stéréotypes. Évidemment, hein, tu disais, on se rend compte que Stella est l'héroïne. En fait, dès sa première apparition à l'écran, on sait que c'est l'héroïne, puisqu'on est dans des schémas très très classiques. C'est-à-dire qu'on sort pas du tout. Voilà, il y a le comic relief, il y a l'intérêt amoureux, il y a la fille qui est la seule fille du groupe d'amis, mais et qui est geek, qui est un petit peu garçon manqué, et qui en même temps est en train de s'ouvrir un petit peu aux relations amoureuses. On est vraiment sur des schémas vraiment déjà vus. Voilà. Je sais pas si tu veux qu'on en arrive tout de suite à la structure scénaristique. Oh bah écoute, si tu veux, tu as terminé la petite fiche technique. J'ai terminé ma petite fiche technique. Ouais, en fait, c'est vrai que on retrouve, disons, une écriture et notamment un enchaînement dans les passages horreur-comédie, parce que c'est un film aussi qui a des passages qui se veulent drôles. Et alors pour moi, il faut vraiment que ce soit vraiment bien fait, parce que
j'ai eu des petits soucis. Le comic relief, je pense que tu pensais surtout à Chuck, j'imagine. Oggy aussi fait un peu, ils font un peu duo comique parfois tous les deux, mais c'est surtout Chuck. Moi perso, de tout le film, j'ai souri 2 fois, mais pour moi c'était quelque chose qui fonctionnait pas tellement, d'autant que, et je reviendrai plus tard sur la filmographie d'Ovredal, il a été, Ovredal, repéré en partie par Guillermo del Toro, parce que, alors, la première partie de The Autopsy of Jane Doe, moi personnellement je l'adore, j'ai beaucoup aimé la première moitié du film, la deuxième moitié c'est d'autres références, d'autres choses qui se mettent en place, mais la première partie de The Autopsy of Jane Doe je l'ai beaucoup aimé, mais il a surtout été aussi repéré pour l'humour qu'il y avait dans Trollhunter, parce que Trollhunter c'est un film, je reviendrai dessus, hein, c'est du fan footage, un groupe de jeunes qui sont à l'université, qui tournent un documentaire, et qui suivent un chasseur, en l'occurrence, comme le titre l'indique, Trollhunter, un chasseur de trolls qui va être complètement désabusé, complètement blasé, et qui va être, qui n'est pas du tout un comic, c'est pas un personnage comique, mais disons là, comment dire, la manière dont il est désabusé vis-à-vis de son métier, vis-à-vis de la situation sociale dans laquelle il se trouve, et ben ça l'amène à faire des vannes. Il est très pince sans rire, il a un humour assez noir aussi de temps en temps. Et là, il y a un truc qui fonctionne dans Trollhunter, dans l'humour, il y a un truc qui fonctionne parce que ça ne colle pas c'est pas un personnage drôle, mais il va sortir quelques punchlines, un petit peu comme si c'était hors contexte, et voilà. Là, pour le coup, si on devait déjà parler de la structure scénaristique, les passages comiques, pour moi, font partie d'un cahier des charges sur lequel on va revenir aussi, qui était un petit peu lourd. Cahier des charges qui, je pense pas, a été respecté par Ovredal, mais plutôt par les scénaristes. Parce que c'est vrai que l'humour très pipi caca, très teenagers, adressé aux enfants, ça ressemble plus au travail que font les frères Hagman sur leur scénario habituellement, plutôt que à Ovredal qui, effectivement, lui, quand il va vers l'humour, va plutôt dans quelque chose d'assez cynique, d'un peu plus sombre, quoi. Ouais. Là, on est vraiment sur de l'humour vraiment ras des pâquerettes, quoi. Donc forcément ça marche moyen. T'avais un mot sur le box-office peut-être, non ? Oui, parce que c'est vrai que nous en France on n'a pas encore les chiffres, mais il est visiblement très vite sorti des salles. Oui, ouais, on peut témoigner je crois, parce que en l'occurrence semaine 1 je le vois sortir, il était dans la quasi-totalité des UGC, je crois qu'il était même dans les pâtés, il était dans pas mal de cinéma à Lyon en l'occurrence. Après j'ai galéré en dehors de la semaine 1, j'ai galéré pour trouver une séance. Moi, je vous avoue que je l'ai vu semaine 2, donc je suis allé au cinéma où je vais habituellement, c'est le UGCDA en plein centre de Paris, où normalement il y a pas mal de monde. Alors certes, j'y étais un matin, mais il y avait 4 personnes dans la salle. Ouais, donc c'était pareil. C'est quand même un peu triste pour la semaine 2. Donc, et puis toi, oui, le soir en plus, 4 personnes, c'est quand même très compliqué. Bon, après, j'ai fait une bêtise. Je suis pas allé dans mon UGC habituel parce qu'il était plus diffusé. Donc je suis allé dans l'UGC de Pardieu, ce qui est peut-être la moins bonne idée possible. Je crois que j'étais allé qu'une seule fois à l'UGC de Pardieu et je me suis souvenu pourquoi en y retournant. Donc ouais, j'ai l'impression qu'au box-office américain, je crois que c'était pas tout à fait la même chose. Ouais, non, au box-office américain, ça a plutôt bien marché. Ils ont quand même fait 21 millions de dollars sur le premier week-end d'exploitation. Pour un film qui a un budget de 28 millions, c'est pas mal du tout. Mais bon, après... Bon, il s'est fait vite fracasser par Hobbs & Shaw au box-office, évidemment. Fast and Furious a tout fracassé au box-office américain. Mais bon, et surtout SA 2, qui est sorti là, qui marche très très bien. Mais bon, le truc, c'est qu'aux États-Unis, les gens savent ce que c'est les Scary Stories to Tell in the Dark. Nous, le problème en France, c'est que, je le rappelle, les livres n'étaient pas sortis en France jusqu'à cet été. Ouais. En fait, ils sont sortis à l'occasion de la sortie du film. Et d'ailleurs, ça a été fait dans une petite maison d'édition, puisque visiblement, aucune grosse maison d'édition n'a cru au potentiel des livres, que ce soit avant ou même au moment où il y a eu la sortie du film. Donc c'est une petite maison d'édition qui le sort. Donc alors, peut-être parce que les histoires ont pas mal vieilli, je pense que voilà, vous les avez entendues en première partie, c'est des choses très très classiques que maintenant on connaît sans avoir eu besoin d'avoir ces livres-là. C'est ça, oui, c'est des histoires qui ont circulé au-delà des bouquins, et c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir déjà entendu certaines d'entre elles, alors même qu'on ne les a pas forcément lues. D'ailleurs, elles ont été publiées années 80, années 90, mais elles circulaient en fait depuis les années 50, voire même avant. Donc voilà, alors voilà, peut-être qu'elles ont vieilli, peut-être qu'elles sont aussi trop marquées culturellement aux États-Unis, c'est possible sur certaines choses. Je pense que en France, pas grand monde a peur d'un épouvantail, par exemple, alors que, je veux dire, on est moins confronté à ça que par exemple dans des grands espaces américains. oui, mais Jeepers Creepers a plus d'impact aux États-Unis, par exemple. Oui, complètement. Ouais. Parce que c'est plus ancré dans le paysage. Tu vois, chez nous, moi, je ne connais pas beaucoup d'agriculteurs qui font des épouvantails vraiment très très flippants. Tu vois. Donc c'est ça, je pense que c'est peut-être plus culturellement marqué aux États-Unis.
et que les histoires ont vieilli. En tout cas, en France, nous, ça n'a pas eu de gros effets, quoi. Et j'en suis triste parce que c'est vrai que les livres sont bien. Moi, je les ai découverts quand j'étais en voyage à New York. J'étais dans une librairie, c'est une grande librairie, le Strand. Et en fait, ils avaient un rayon non-fiction. Et donc là, j'arrive et je vois ces livres-là. Alors moi, j'ai pas les versions illustrées par Stephen Gammell, malheureusement. J'ai eu les rééditions avec Brett Elkist, qui sont très jolies, mais qui sont beaucoup moins cauchemardesques, mais qui sont très jolies. Et quand j'ai lu ce truc, je fais mais c'est génial, c'est tout ce que j'adore. Et je me dis mais pourquoi est-ce que ça sort pas en France, où en France on a des gamins qui ont été élevés au chair de poule, qui ont regardé Fais-moi peur dans les minicums. Enfin, on a vraiment on peut avoir une culture de l'horreur chez les enfants. Et en l'occurrence non, c'était jamais sorti en France avant cet été. Ça m'avait surpris en fait. Et bon bah Oui, c'est vrai que c'est surprenant. Ouais. Ça aura au moins eu le mérite de faire éditer en France les Scary Stories, ce film. Donc ouais, faudra. J'ai pas non plus les chiffres du box-office en France. Il faudra voir à quel point il s'est vautré pour disparaître des salles aussi rapidement. Ensuite, pour ce qui est de la relation entre Ovredal et Del Toro. Ouais, on en a un petit peu parlé dans la partie 1, et visiblement ça s'est bien passé. Et pendant toute la promotion du film, ils l'ont dit, hein, ils ont accordé une interview à Sci-Fi notamment, où ils ont dit que tout s'était très très bien passé. Ouais. Mais il y a des trucs à nuancer quand même. Ovredal précise qu'il a quand même reçu beaucoup de suggestions de la part de Guillermo del Toro, mais il assure que ce sont restés des suggestions. Mais Del Toro, d'ailleurs, lui-même a dit qu'il voulait que ce soit un film de Ovredal et non pas un film de Del Toro. Mais au final, il a eu quand même une très très grosse influence, notamment au moment du montage. En fait, Ovredal, que ce soit dans le dossier de presse du film ou dans plusieurs interviews qui ont été accordées après, a beaucoup salué les talents de monteur de Del Toro. En fait, Del Toro voulait du rythme. C'est la plupart des films de Del Toro, il y a un rythme. Hein. Il a fait en sorte d'en donner, puisque sans lui, je me demande à quoi aurait ressemblé le film. En fait, il y a Ovredal qui voulait garder initialement des scènes beaucoup plus longues. Et donc il a présenté son premier montage à Del Toro, producteur, et Del Toro lui a dit alors c'est bien, mais je vais te montrer comment on va enlever 20 minutes par contre. Et donc le cahier des charges. Voilà, et ils sont retournés en salle de montage, et il a cuté 20 minutes de la version de Ovredal, visiblement assez aisément, puisque ça s'est fait assez rapidement. Donc voilà, ça donne un film qui a été... donc le Final Cut a bien été fait par Del Toro, validé par Ovredal. En même temps, avait-il vraiment le choix ? Non. Voilà. Après, je suis pas contre dans le sens où, par exemple, je suis très nuancé. Je pense qu'on peut le dire, on peut dévoiler ça à nos auditeurs et nos auditrices, on leur doit bien ça. Quand je suis sorti de Scary Stories, toi tu l'avais déjà vu, je l'ai vu après toi, et je t'ai envoyé un message. Je t'ai envoyé 2 messages. Le premier, je t'ai dit, ça y est, j'ai vu Scary Stories. Le deuxième, c'était nul à chier. Voilà, j'ai trouvé ça un petit peu extrême. Un petit peu. Et c'est vrai. Non, mais je suis complètement d'accord. C'est complètement extrême. C'est pas vrai. C'est complètement faux. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui m'ont paru un petit peu compliquées, surtout à la vue, en fait, de qui a bossé dessus, de ce qu'ils ont fait avant, ceci et cela. Et on sait que dans Inspiré de faits réels, ce qui nous caractérise aussi, c'est la nuance. Nous sommes des gens nuancés. Nous sommes des gens mesurés. C'est pour ça qu'on envoie nul à chier par SMS. C'est ça. Oui, on se dit ça par SMS. Mais après, on revient, on réfléchit et on nuance. Mais tu sais, je savais que tu allais détester ce film avant même que tu ailles le voir. Pour la simple et bonne raison que tu as détesté ça, chapitre 1. Eh ben merci, c'est exactement le point sur lequel j'allais venir. Tu m'offres la parfaite transition. On est sur la même structure. On est sur une structure similaire, des séquences un peu iconiques, avec là, disons, des monstres différents, alors que ça, c'est un même monstre qui prend différentes formes. Entre ces séquences-là, beaucoup de chiants, on peut le dire, beaucoup de vide. Je dis comme ça. Et c'est là que j'ai envie d'apporter une nuance. Et juste avant ça, je suis pas contre enlever 20 minutes à un film. J'aurais bien aimé qu'on enlève pas mal de minutes à ça. Et j'ai pas vu chapitre 2 encore. Mais 2h50, je suis désolé pour ça. Pour ça et pour ça, c'est trop, c'est beaucoup trop. Et là, en l'occurrence, je suis pas contre enlever. Après, il faut voir ce qu'on enlève, évidemment. À chaque fois, c'est jamais la même chose. Mais je suis pas contre réduire le film. Il fait quoi ? Il fait 1h40. C'est pas mal, 1h40. Après, je sais pas quelles séquences ont été enlevées, mais en l'occurrence, c'est pas forcément enlever des scènes qui me pose problème. Là, en l'occurrence, ce qui a été enlevé, je pense, c'est des parties dans les moments non horrifiques, puisque la volonté de Del Toro était de fluidifier au maximum le film, et que ça fasse vraiment montagne russe, hein, c'est ce qu'il voulait depuis le début, une montagne russe avec
avec une barre de sécurité, comme il le dit si bien dans les interviews Ouais, qu'il a est-ce qu'il n'y données. a pas un peu trop de barres de sécurité à droite à Bah gauche? si, mais en même temps, ça vient du fait, je vais peut-être évoquer ça vite fait, le film a été conçu depuis le départ comme un PG-13, mais c'était vraiment... C'est l'intention de base. C'est Alors, sûr, oui. Et puis ça devient une catégorie. Hein. Ça devient complètement une Del catégorie. Toro, d'ailleurs, l'a dit, pour lui, il y a 2 types de films d'horreur. Il y a ceux qui, donc je le cite, laissent des cicatrices à la main, très joli, et Oui. ceux qui sont des roller coasters. Et pour lui, Scary Stories devait être un roller coaster, et il a envisagé que, depuis le départ, pour lui, c'était on va s'amuser à se faire peur. C'était vraiment le motto, un petit peu comme pour les livres, et il a visé le PG-13 dès la pré-production. Et il a dit l'idée, c'est que les livres plaisent à un jeune public, et qu'on veut faire du coup un film pour un jeune public, c'est-à-dire que ce soit vraiment des sensations fortes, enfin un roller coaster, mais avec une vraie barre de sécurité pour que ça fasse pas trop peur non plus. Et dans ce sens-là, oui, c'est ça. Mais est-ce que ça nous plaît? Pas forcément. Moi, j'ai été un peu sur ma faim à plusieurs moments dans le film, mais il respecte le cahier des charges, et c'est d'ailleurs le principal souci de ce film. C'est qu'il y a un cahier des charges beaucoup trop présent. Il a un cahier des charges vraiment très présent. Et ça se ressent d'ailleurs, parce que la vibe, on est d'accord, je suis pas le seul à me dire oh, il y a une vibe années 80, on est dans la même catégorie que Stranger Things, on est dans la même catégorie que ça. Sauf que le film, il se passe en 68. Il se passe pas dans les années 80, il se passe en 68, et il y a des références politiques, il essaie d'apporter du politique. Alors, les scénaristes, je pense aussi sous l'impulsion de Del Toro, parce qu'il y a des thèmes qui sont similaires à ses précédents films, il retravaille encore les mêmes thèmes, mais là, il les retravaille pas vraiment, ça reste en surface, ça se passe pendant l'élection de Nixon. Ça se passe à la fin de l'année, à Halloween 1968, à la fin de l'année en novembre 1968, Nixon est élu, et en janvier 1969, Nixon est investi. Et c'est au moment de la guerre du Vietnam, de la poursuite ou non de la guerre du Vietnam. Et d'ailleurs, on peut le dire, à la fin, un truc que j'ai pas très bien compris, d'ailleurs, je sais pas si toi t'as mieux compris que moi, mais à la fin, Ramon, on comprend que c'était pas un vagabond, un déserteur. C'était un déserteur de la guerre du Vietnam parce que son frère a été tué là-bas et lui fuyait évidemment, il donnait des faux noms, notamment un officier de police, pareil, qui a un rôle secondaire, mais c'est pas forcément très bien... Enfin, que je ne comprenais pas forcément toujours de manière très claire. Et à la fin, il part au Vietnam, à la fin. À la fin, il part, et avec une morale extrêmement étrange, puisque le film se termine donc sur la résolution, évidemment, de l'affaire, donc de la jeune femme qui s'appelait Sarah, qui était le fantôme qui tourmentait et qui écrivait dans le livre les histoires qui se produisaient en vrai, avec une morale étrange, puisqu'il y a quelque chose de l'ordre de il faut toujours dire la vérité, il faut affronter ses responsabilités, il ne faut pas fuir. C'est ce qu'il faisait, Ramon, il fuyait, sauf qu'au moment où il arrête de fuir, il n'est pas caché par le père de Stella dans sa maison pour l'empêcher d'aller à la guerre. Il y a une voix off qui dit les histoires, il faut assumer ses responsabilités et tout et tout. Et il y a limite un truc où Stella regarde Ramon et fait c'est bien, tu assumes tes responsabilités maintenant, tu pars à la guerre. Genre, what? Je sais pas si tu l'as compris différemment, mais moi ça m'a fait... Mais j'étais fou à la fin du film. C'est quoi cette morale? C'est ça que j'ai trouvé ça bizarre. En fait, on essaye de te dire, comme dans ça d'ailleurs, que la vraie horreur se trouve chez les hommes. On te le place dans un contexte politique, on te dit que l'élection de Nixon et la guerre du Vietnam sont là. Et pour moi, la fin, en fait, avant qu'il y ait justement ce délire de... il prend ses responsabilités, qui m'a pareil mis sur le cul. On est d'accord, c'est pas moi qui ai juste mal compris. Je me disais, cool, que la fin est horrible, c'est-à-dire que, fait, ok, Ramon, il a survécu aux histoires qu'il y avait dans le livre, mais en fait, il est rattrapé par la grande histoire. Ouais. Et en fait, du coup, ok, ça appuie du coup le propos de Del Toro sur le pouvoir du storytelling, sur le fait que Nixon a été élu et que du coup, il maintient la guerre au Vietnam, qu'il envoie toujours plus de troupes. Donc tu te dis, ok, en fait Ramon a survécu, mais il va finir traumatisé par la guerre. Il est lui aussi victime d'une histoire, une page de l'histoire américaine qui est en train d'être écrite par Nixon. C'est ça. Donc je trouvais ça très intéressant. Et puis ensuite, en fait, on essaye de te faire comprendre à la fin que non, il y va de son plein gré. Et c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Bah ouais, moi aussi. En fait, je pense que s'il n'y avait pas eu cette fin-là, je l'aurais accepté comme un film... assez divertissant, PG-13 comme tu disais, c'est une catégorie, voilà, il faut plaire à un public jeune, faut pas trop l'effrayer non plus peut-être. Je suis pas tout à fait d'accord, il y a des films que des enfants, c'est pas des enfants d'ailleurs, des adolescents de cet âge-là peuvent regarder qui sont immensément mieux foutus, mais avec cette morale-là,
Non, moi, je suis désolé, ça, je prends pas, j'adhère pas. Je sais pas d'où vient cette morale un petit peu douteuse, parce que, enfin, ça ressemble pas à Del Toro, en fait. Non, non, pas du tout. Je veux dire, moi, Je comprends pas non plus. Del Toro, je l'aurais plus vu, bah, oui, faire un truc où Ramon se fait arrêter à la fin et se fait envoyer à la guerre. Ouais, voilà. Mais pas, ce délire il prend ses responsabilités, il Ouais, est ouais. courageux, il va se battre pour sauver les États-Unis, pour sauver les États-Unis, n'importe quoi. Voilà. On parle de la guerre du Vietnam quand même. Je comprends pas ce qui s'est passé. Je sais pas qui a fait ça et surtout pourquoi ça a été validé au Final Cut par Del Toro. Ça donne une morale qui est vraiment délicate, quoi. Moi, je suis pas super à l'aise avec ça. Donc, bah pareil. Mais tu vois, j'ai eu peur de mal lire les sous-titres, d'avoir pas compris quelque chose. Mais si t'as compris la même chose que moi, alors ça me rassure parce que ça faisait partie des. Pour moi, tout était cohérent avec la volonté de Del Toro de dénoncer par métaphore le pouvoir du storytelling et de montrer à la fin que, bah, vous voyez, le pouvoir du storytelling, ça a une vraie incidence sur les gens. Mais en fait, ouais, non, c'est très bizarre. Je comprends pas ce qui s'est passé. Ouais. Bon, ensuite, sur une note plus joyeuse ou moins dramatique, il y a du coup 4 histoires qui ont été... Enfin non, pas 4 histoires, pas tout à fait. Il y a 4 grands moments horrifiques dans le film. Ouais, on va laisser de côté les horreurs de la vraie vie pour se mettre sur les horreurs voilà. un petit peu plus légères. Un petit peu plus légères. Ouais, effectivement, il y a 4 grandes histoires dedans qui sont toutes réinterprétées. En fait, il y en a 4 grandes, mais il y en a d'autres, hein, évidemment, qui sont citées. Alors, pour les grandes, il y a Harold, donc l'épouvantail, qui est très différente. Qui est très différente du livre. Mais dont l'histoire est différente, mais le monstre est exactement celui qui a été dessiné par Stéphane Gamel dans la première édition. Oui, et c'est aussi le cas pour la dame, j'allais dire la dame blanche, pour The Pale Lady, l'espèce d'entité blanche de femme qu'on voit dans l'hôpital. C'est aussi le cas pour le monstre du gros orteil. Monstre du gros orteil qui m'a... Ouais. Qui pour moi était moins marquant. Oui, et puis surtout qui n'est pas le monstre dessiné dans l'histoire Le Gros Orteil. C'est le monstre d'une autre histoire de maison hantée, mais du coup il a quand même repris le visuel pour le mettre. Et on a aussi... le Jungleman est une création, mais il s'inspire vaguement de plusieurs choses. Le Jungleman, c'est une création de Del Toro, pour le coup. C'est une création de Del Toro, de la production, qui a inventé un monstre, alors que les 3 autres, en l'occurrence, étaient présents à un moment ou à un autre dans les Scary Stories to Tell in the Dark. Le Jungleman, que moi, perso, j'ai presque trouvé effrayant à certains moments. Je me suis dit, waouh, ça fonctionne pas trop mal. Ouais, c'est le design qui fait ça, je pense, de la créature, qui est vraiment bien fait, ce côté où il peut se démembrer et se reformer, c'est une très bonne idée. Et surtout, je trouve qu'au niveau des effets spéciaux, ils ont vachement bien géré. Pas le visage et tout ça, mais je trouve que te faire ressentir le poids de la créature, c'est assez bien fait au niveau du montage sonore, du mixage et déjà rien que visuellement, tu sens que c'est quelque chose qui a un poids, c'est-à-dire que quand il y a un bras qui tombe, tu sens vraiment le gros morceau de viande qui tombe, quoi. Oui, c'est vrai. Et c'est vraiment bien fait. C'est vrai. Et les monstres étaient en noir et blanc, du coup, à l'origine, dans les illustrations. Ce qu'on peut peut-être dire aussi, là où on peut donner du crédit au film, c'est une volonté de leur donner une identité propre dans les séquences, notamment avec des jeux de couleurs assez marqués. Et la Pale Lady, par exemple, la scène est rouge, tellement rouge qu'elle en devient complètement étouffante. Et d'ailleurs, elle est étouffante. En fait, à ce moment-là, il y a un jeu de champ contre champ qui est vraiment malin, puisque la Pale Lady va venir de tous les côtés, de tous les couloirs, jusqu'à se rapprocher je crois que c'est Chuck à ce moment-là. Et il va y avoir, dans cette scène, quand même, là aussi, on peut donner du crédit à la réalisation d'Œuvre Dahl, parce que chaque scène horrifique, chaque scène de monstre reste quand même vachement bien filmé, il y a une montée en tension que moi j'ai retrouvé un petit peu comme dans Jane Doe, d'une certaine manière. J'ai préféré Jane Doe, mais là c'est quelque chose quand même qu'on retrouve à ces moments-là dans Scary Story. Ouais, c'est très bien fait, puis surtout qu'il y a ce côté que moi j'aime bien dans le cinéma d'horreur, qui est de ne pas tout faire reposer sur un jumpscare. C'est quand même assez bien. En fait, tu sais, dès le départ, dès le début de la scène horrifique, que il n'y a pas vraiment d'échappatoire. Enfin, c'est quasi impossible qu'ils s'en sortent. Donc à partir de là, tu te dis, on va malheureusement assister à sa disparition. Et ça te met dans un autre mood, c'est-à-dire que tu t'attends pas à avoir des jumpscares, tu t'attends pas à être même terrorisé, t'es juste...
abattu par la fatalité de ce qui arrive C'est au ça. mec, quoi. Et c'est précisément le cas sur la scène de The Pale, de la dame pâle, qui s'approche dans les couloirs au fur et à mesure. C'est inéluctable. Ouais, Et c'est ça qui est vrai. horrible, en fait. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer quand elle va arriver à son niveau? C'est juste ce que tu te demandes. Et finalement, ce qui arrive est pas si impressionnant que ça. Mais c'est vraiment, voilà, elle est hyper étouffante, cette scène. Elle est hyper étouffante et par contre pour le coup c'est un truc sur lequel ils en reviennent après, c'est-à-dire que on pourrait se dire que il fait assez peu de concessions Œuvre Dahl, je trouve, dans sa manière de massacrer ses personnages. Dans les précédents films on le sent. On pourrait se dire que il y a quelque chose de cet ordre-là aussi dans Scary Stories, sauf que déjà c'est des enfants, enfin c'est des jeunes, c'est des adolescents, mais c'est contrebalancé à la fin parce que dit Stella en disant qu'en fait ils sont pas forcément morts, ils sont dans une espèce d'univers parallèle. Alors là c'est très Stranger Things, c'est très en vogue et on a l'impression qu'ils vont pas au bout de leur truc. C'est-à-dire que non les enfants on peut pas les massacrer aussi facilement, on va peut-être aller les récupérer, on va peut-être et ça sous-entend ça et je me suis dit OK, bon ils vont pas jusqu'au bout de leur idée mais bon. Alors, du coup, deux choses, évidemment. Oui. Premièrement, c'est un film américain PG-13, donc on ne tue pas les enfants. Bah non, je suis pas d'accord avec toi. Ça, T'as raison, ça, mais ça, Eh ben ouais. il était PG-13, ça? je crois. Hein. Non, mais Il était pas il 17? commence. Il y a plusieurs films où il commence à y arriver, je crois. Mais attends, Alors, je crois que ça, s'il était juste interdit aux moins de 12 ans, ça m'étonnerait un peu, hein. Ah, en France, moins de 12 ans, je sais pas, mais PG-13, je sais pas. Je t'avoue que PG-13, ça m'étonnerait parce qu'on a quand même j'ai un pas arrachage vérifié de ça. bras dès la première scène, hein. Donc Ouais, c'est pour quand ça, même tu hyper vois. gore. Mais là, Donc, j'ai l'impression qu'ils allaient pas au bout de leur truc parce qu'en effet, on voit à chaque fois les gamins se faire emporter ou se faire absorber voilà, mais pas se faire démembrer, on les voit pas se faire tuer. Et Non, c'est vrai non. qu'on a cette impression-là qu'ils sont juste amenés autre part. C'est ça. Et ça vient du fait que déjà que ça rentre dans le cahier des charges qui est de faire un roller coaster avec une barre de sécurité. Ouais. Comme le dit Del Toro, c'est exactement ça. On ne va pas avoir de scènes trop effrayantes, trop horrifiques, trop gore. Il y a zéro gore dans le film. Et surtout, bah, ça laisse la possibilité d'un numéro 2 qui est largement évoqué à la fin, où le personnage de Stella dit qu'elle va aller chercher ses amis, qui sont sans doute quelque part. Donc du coup, ça laisse entrevoir quoi? Ça laisse entrevoir un numéro 2 dans l'autre monde, un petit peu la Stranger Things, comme tu le dis, où on va croiser à la fois les gens qui viennent sauver, mais aussi peut-être d'autres monstres des autres livres. Donc voilà. Et c'est là que, enfin pour moi, c'est là que le cahier des charges aussi reprend le dessus sur le propos, sur tout le reste, sur la qualité de réalisation aussi d'œuvre Dahl. C'est bah ouais, en fait, ils sont peut-être pas forcément morts. En fait, on laisse la place à une suite si le film fonctionne. En fait, ceci, en fait, cela. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est pas, j'ai pas détesté le film, contrairement au message que j'ai pu t'envoyer à la sortie, mais il y a tout un tas de petits trucs comme ça qui m'ont vraiment laissé sur ma faim en fait. Après, juste pour terminer cette partie sur les histoires, tu sens en revanche, malgré le cahier des charges, qu'il y a un vrai amour pour les livres de Del Toro tout le long. En fait, toutes les histoires donc sont réinterprétées, hein, c'est pas les mêmes versions que dans le livre, et bah du coup oui, c'est parce qu'il faut les faire rentrer dans le cahier des charges où ils disparaissent, ils sont pas tués, il faut que ce soit une personne à chaque fois, parce que il y a quand même, tu vois, Harold dans le livre, c'est beaucoup plus sanglant que ça. Donc en fait ce sont deux fermiers qui maltraitent leur épouvantail sur la longueur, et un jour l'épouvantail se met à bouger, et il en tue un des deux, et genre vraiment il le dépaisse et il fait sécher sa peau sanglante au soleil, quoi. D'accord. Donc c'est vraiment c'était hard. plus graphique. Donc tu ne peux pas mettre ça dans Scary Stories vu par Del Toro, tu vois, c'était pas possible. Et t'as pas cette idée de transformation en épouvantail à la fin qu'il y a dans le film, et que là tu l'as pas. C'est une bonne idée. Ah ouais, donc une très bonne idée. En fait, je trouve que les histoires sont globalement bien réinterprétées pour paraître à l'écran, parce que c'est vrai que bon, les Scary Stories, moi j'aime bien, mais d'ailleurs c'est vrai, mais un peu tu le daté. dis, Tommy, pour le coup, comment faire en sorte qu'il ne soit pas mort? Ils vont peut-être récupérer un épouvantail. Ouais, je sais pas. Et il y a d'autres allusions aussi plus discrètes à d'autres histoires. En fait, tu remarqueras un moment, enfin plusieurs fois dans le film, on entend une musique un peu comme une comptine qui se répète. C'est The Earth Song. En fait, c'est une chanson que tu as donc la chanson du corbillard. C'est une chanson que tu as, t'as les paroles dans les livres Scary Stories. D'accord. Et quand Stella parcourt le livre, tu vois plusieurs moments des histoires. En fait, si t'as lu les livres, tu reconnais les titres parce qu'elles sont effectivement dans les livres. Donc t'as la patte de chat, t'as le Wendigo, le grenier, la chambre rouge. T'en as plusieurs en fait comme ça que tu les vois passer et tu fais ah tiens, ça c'est des histoires du livre.
Donc ça a été vraiment un petit peu soigné de ce côté-là, et tu sens qu'ils ont envie de créer une mythologie pour justement l'exploiter dans un éventuel Scary Stories 2. Oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, mais Et, c'est vrai. et vu le succès aux États-Unis, c'est pas impossible que ça arrive. Après, je sais pas qui aura envie de le faire. Est-ce que ce sera de qualité? Puisque ça m'étonnerait que Del Toro revienne dessus, vu que les critiques, les critiques sont pas forcément toutes très bonnes. Del Toro, ça m'étonnerait pas forcément. Ah oui, en tant que producteur, oui. Par contre, Œuvre d'Al, c'est sûr que non. Bah d'ailleurs, est-ce que c'est peut-être le moment de parler de ce truc que je me suis dit en voyant la production du film, et je t'en avais parlé un petit peu, c'est est-ce qu'on est dans le même genre de situation que devant l'étrange Noël de Monsieur Jack avec Henry Selick et Tim Burton, où Tim Burton a fait tout le design graphique, a créé l'histoire, a produit le film, et où Henry Selick en fait a juste réalisé, mais a essayé peut-être par-ci par-là de mettre des choses de lui dedans, et c'est vrai qu'il en a sûrement mis, puisque j'ai vu Coraline par la suite, et c'est vrai qu'il y a des il y a des ponts qui se font évidemment, mais c'est vrai que ça reste dans l'imaginaire collectif comme un film de Tim Burton. D'ailleurs les gens disent souvent l'étrange Noël de Monsieur Jack, ce film de Tim Burton. C'est un film d'Henry Selick, mais réalisé par Henry Selick. C'est pas grave. Est-ce que là, on était dans le même cas de figure avec Œuvre d'Al? Est-ce que c'est un film de Del Toro? Est-ce que c'est un film d'Œuvre d'Al? Est-ce que c'est un peu des deux? C'est un peu compliqué cette histoire. En vrai, il y a pas mal de petites choses, de manières de réaliser les scènes horrifiques que je trouve assez propres à Œuvre d'Al, et il y a chaque fois... En fait, j'ai l'impression, si je prends la scène par exemple de l'épouvantail, qui est la première scène vraiment, vraiment horrifique, elle est réalisée, elle est pas, elle prend en compte le paysage, elle prend en compte la situation, le fait qu'on est dans des champs de maïs rectilignes, qu'il y a un jeu entre les différentes lignes de champs de maïs. Dans le cas de la Pale Lady, ça prend en compte l'architecture de l'hôpital, on voit la Pale Lady qui s'avance dans tous les couloirs. Dans le cadre de l'histoire de l'orteil, du fantôme qui a perdu son orteil, il y a le délire de la chambre, se cacher sous la couette, puis se cacher sous le lit, et tout. Bon, voilà, c'est très classique. Mais chacune porte une marque quand même de réalisation assez forte. Et je pense que ça, on peut complètement l'attribuer à Œuvre d'Al. Du coup, au vu de la filmographie d'Œuvre d'Al, enfin en tous les cas pour moi j'ai vu Jane Doe et Trollhunter, c'est un petit peu bizarre de l'intégrer de cette manière-là, parce qu'on n'a pas l'impression qu'il ait eu non plus des marges de manœuvre hyper larges. Donc franchement je saurais pas trop dire. Moi je vois un projet de Del Toro dans la fascination pour les monstres, dans certains thèmes. En fait je vois le mix un petit peu entre les deux, ce qu'on peut attribuer à chacun. Mais je saurais pas forcément répondre à ta question, notamment parce que je connais pas non plus les conditions de production de l'étrange Noël de Mr. Jack non plus, donc pas si on est exactement dans les mêmes canons. Non, ce que je veux dire, c'est pas sur la méthode de production, c'est sur comment est-ce qu'il va rester par la suite ce film dans l'imaginaire collectif. Est-ce qu'il va rester plus comme un film d'Œuvre d'Al ou comme un film de Del Toro? Et plus j'y réfléchis, plus je me dis que c'est sans doute aucun des deux finalement, puisque c'est du... En fait, il y a beaucoup... Dans le cahier des charges, il y a énormément de choses qui viennent de Del Toro, puisque c'est lui qui l'a établi. Mais ça reste pas... C'est pas non plus un film de Del Toro, que la réalisation non plus n'est pas la même. On n'a pas ces moments extrêmement éthérés que tu peux avoir dans le cinéma de Del Toro. Il n'y a pas de marque de réalisation de sa part, puisqu'il ne l'a pas réalisé. Mais en revanche, est-ce qu'on peut parler de film de Œuvre d'Al? En fait, moi quand je parle d'un film de tel réalisateur, genre un film de James Wan, un film de Friedkin, c'est souvent parce que ce sont des cinéastes qui sont auteurs, où il y a des thématiques qui reviennent, où il y a des effets visuels qui reviennent. On a fait un épisode sur Midsommar, Ari Aster, on a fait que 2 films. Mais sur ces 2 films, ça, j'avais pris la même chose en note. on retrouve cette patte visuelle, on retrouve ces thématiques communes. Ouais, c'est ça. Œuvre d'Al a fait 3 films qui sont extrêmement différents. Ouais, un fan footage, un huis clos, et un film de commande d'Hollywood. Donc, et qui n'ont pas les mêmes thématiques. C'est ça, et il y a mais quasiment pas de thématique en commun entre ces 3 films. Donc pour moi c'est compliqué aujourd'hui de voir Œuvre d'Al comme un auteur. C'est un très bon artisan, hein. Moi je trouve, j'ai pas vu Trollhunter en revanche. C'est ce que disait Jane Doe, j'ai beaucoup aimé. C'est ce que disait Simon Rio, je crois, j'ai lu un article de lui, c'est le rédac chef d'Écran Large, qui est un chouette site de ciné d'ailleurs, Écran Large, et c'est vrai que Simon Rio en arrivait un petit peu à ces conclusions-là aussi, de dire que il était vu comme un bon artisan. C'est pas ce qu'il disait lui, je crois, mais il était souvent vu comme un bon artisan, ce qu'on est en train de dire au final, et pas forcément comme un auteur, mais j'ai envie de dire, quand on voit sa filmo et quand on voit la filmo de personnes qui sont considérées comme des auteurs,
c'est un auteur aussi. C'est pas parce que nous on repère pas certaines choses que c'est pas un auteur. Mais disons que ouais, je vois pourquoi il y a une différence de point de vue quant à ces deux catégories de réalisateurs. En fait, on a plus l'impression d'avoir affaire à un film de commande, un film de studio, pour surfer un petit peu. Enfin, il y a une vraie volonté de Del Toro d'adapter les Scary Stories, mais tu sens que on a voulu faire un film pour enfants, d'Halloween, bien produit, sauf qu'en fait, il ne sort pas à Halloween, ce qui est déjà un peu compliqué. Mais ça c'est ouf, ça c'est un truc, oui c'est vrai, j'avais Pourquoi complètement oublié de le dire, mais dans la partie box-office, sur le ratage, ça paraît dingue de sortir ce film fin août. Ça me paraît... c'est un film soit qui est un peu plus tard au milieu de la rentrée, mais ils avaient pas envie de tomber face à ça, chapitre 2, je pense. Ah oui, qui ravage tout là, donc. Qui a l'air de bien fonctionner, et je sais pas, il y a peut-être beaucoup d'autres trucs qui sont prévus pour Halloween. Et ils voulaient sans doute pas tomber face à ces films-là, mais du coup, ils tombent à un mauvais moment, en fait. Ah oui, très mauvais. Donc c'est dommage, puisque le film, je me rends compte qu'on l'a pas dit jusque-là, mais globalement est sympa à regarder. Moi, j'ai pas passé un mauvais moment devant ce film. Je crois que quand tu m'as demandé mon avis, je t'avais dit un truc genre, c'est très bien pour un dimanche. Oui, mais tu dis ça pour beaucoup de films. Oui, Donc, du mais coup, parce que je le pense sincèrement. Il y a des films qui ne sont pas des chefs-d'œuvre. Voilà, il n'y a pas des films que je vais regarder pour les décortiquer, pour voir tous les plans, comment c'est fait, tout ça. Ça m'arrive assez rarement. Mais il y a des films où je me dis, bah tiens, j'ai envie de passer un moment agréable dans mon canapé ce week-end. J'ai pas envie de sortir. Et je me dis, tiens, je vais aller me foutre des pop-corn au micro-ondes et je vais me regarder un film. Et bah, mais tu sais, on a le droit de passer un c'est le genre moment de film que je agréable ferais. et détente devant un très bon film aussi, tu vois. Ouais, mais il y a des films comme ça qui sont des divertissements que moi j'apprécie beaucoup. Tu vois, on avait fait un épisode sur Souviens-toi l'été dernier. C'est pas un grand film, ce sera jamais un grand film, Souviens-toi l'été dernier. Mais c'est un film que je prends beaucoup de plaisir à revoir. Et je pense que Scary Stories, c'est un film que je peux éventuellement prendre du plaisir à revoir, mais alors moins que d'autres films. Par exemple, j'ai préféré ça, chapitre 1. On compare souvent les deux, mais c'est parce que les thématiques, J'ai ça ressemble préféré beaucoup. Scary Stories pour le coup, moi, perso. Ouais, mais toi, t'avais vraiment détesté profondément de tout ton être ça, chapitre 1. Non, pas de tout mon être, mais ouais, on va pas revenir dessus, c'est pas les thématiques de l'épisode, mais ouais, je trouve qu'au moins Scary Stories a le bon goût et le talent d'être plus tenu et plus contenu. Puis ça renouvelle un petit peu le bestiaire de monstres aussi. C'est vrai que c'est un problème qu'il y a pas mal dans le cinéma d'horreur aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à pas vouloir créer de nouveaux monstres, à pas vouloir... Enfin, on se repose souvent sur des dames blanches, sur éventuellement des vampires, bon, réinterprétés de mille C'est manières vrai. évidemment, mais on C'est n'a pas vrai. de En monstres témoigne, originaux. en témoigne le Conjuringverse. Oui, voilà, tu regardes Conjuring, ce ne sont que des monstres classiques. Là, ce qu'on peut au moins dire sur Scary Stories, c'est que, au moins en allant piocher dans les illustrations de Stephen Gammell, ils amènent au cinéma des monstres qui sont intéressants visuellement. C'est vrai, et Ovredal en général, hein, d'ailleurs, Ovredal en général, puisque si je prends Trollhunter, on va avoir une mythologie norvégienne avec des monstres qui reprennent beaucoup le dessin classique que l'on connaît des trolls, les peintures classiques des trolls. Et dans le cas de Jane Doe, on retrouve, ça se passe, si je dis pas de bêtises, ça se passe aux États-Unis, on retrouve des rituels chrétiens assez particuliers, enfin qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir non plus au cinéma. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ça chez Ovredal de pas forcément mettre en scène des monstres classiques. D'ailleurs, Ovredal, donc on l'a dit, donc c'est son 3e film. Tu me disais qu'il allait en sortir un 4e bientôt, oui, c'est vrai, l'année prochaine. Mortal en 2020. Qui retourne pour le coup, qui va retourner sur du folklore norvégien. Une histoire qui va se dérouler en Norvège, qui va parler d'histoire davantage norvégienne. Donc 2020, l'année où sortira ce film, l'année où sortira aussi le nouveau film de Guillermo del Toro, qui est très attendu. Nightmare Alley, qui n'a rien à voir avec Scary Stories. Qui a rien à voir. Ouais. Qui est une réécriture, j'ai l'impression, d'un film dont j'oublie toujours le nom. Tu vas me le rappeler, Le Charlatan, Mathias. sorti en Le 47. Charlatan, merci. En fait, c'est même plus que ça. C'est une adaptation du livre qui avait donné le film Le Charlatan, mais en fait, Guillermo del Toro a découvert le livre avant de voir le film. C'est Ron Perlman qui lui avait offert donc Ron Perlman qui joue dans Hellboy. Et qui va jouer dans... Ah, il joue dedans? J'avais pas vu. Je crois que je l'ai vu crédité, ouais. Ah bah d'accord, ce serait logique puisque c'est lui qui lui a fait découvrir Nightmare Alley. En fait, c'est un roman de William Lindsay Gresham
qui était sorti il y a longtemps maintenant, je crois dans les années 50. Et en fait, Ron Perlman avait offert ce livre en 92 à Guillermo del Toro, et il a beaucoup aimé ce livre. Alors il a vu le film également, hein, mais c'est vraiment le livre qui l'a marqué. Et donc il a écrit avec Kim Morgan, sa co-scénariste, le scénario de Nightmare Alley, où il ne reprend pas tout le livre parce que selon lui c'est impossible. Le livre est très touffu, il n'y aura pas d'éléments surnaturels d'ailleurs à l'intérieur du film dans Nightmare Alley, uniquement des éléments bien sombres et bien réels comme il le dit. Et c'est vrai qu'il y a de quoi faire, puisque donc Nightmare Alley, donc le charlatan en français, c'est l'histoire d'un bonimenteur qui avait un spectacle truqué où il faisait croire qu'il pouvait communiquer avec les esprits. Donc il faisait ça avec la complicité d'une psychologue. Et en fait, il va connaître beaucoup de succès et ensuite connaître une chute assez monumentale quand sa femme va le dénoncer à la presse. Et à partir de là, il devient un genre de paria qui va travailler dans des cirques itinérants avec des numéros horribles comme arracher des têtes de poulet à pleines dents, enfin vraiment des trucs affreux. Est-ce que c'est un joueur de pelote basque? Putain, t'es con. Donc voilà, le roman est une plongée très sombre dans le monde des freaks aux États-Unis, des cirques itinérants. Donc moi, voir Del Toro prendre en main ces thématiques-là, j'ai vraiment hâte de voir ça. Les noms qui avaient été confirmés pour les rôles principaux, on avait eu Bradley Cooper et Cate Blanchett. Bradley Cooper, j'attends de voir, je l'imagine mal dans cet univers-là, mais pourquoi pas. Et Cate Blanchett, évidemment, c'est l'évidence. Ouais, c'est vrai. Tu disais tout à l'heure, on l'a dit dans la première partie, qu'il y avait une volonté de retrouver la vibe Amblin. Oui, sur Scary Stories. Ouais, sur Scary Stories. Peut-être que je vais rappeler rapidement ce que c'est, parce que c'est vrai c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le cinéma, dans le PG-13 d'aujourd'hui, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi à droite à gauche, notamment dans Stranger Things. En fait, l'Amblin, c'est une société de production qui a été créée au début des années 80. Par Steven Spielberg, Kathleen Kennedy, donc qui je crois maintenant à la tête de Lucasfilm depuis son rachat par Disney en 2012, et Frank Marshall. Le logo de la Amblin, vous le reconnaissez facilement parce que c'est la fameuse scène d'envol du vélo et son passage devant la lune dans E.T., qui est le petit logo de la Amblin. Donc c'est une société de production qu'à peu près tout le monde connaît, puisque dans les années 80, ils ont été responsables de E.T., Qui veut la peau de Roger Rabbit, les Goonies, les Gremlins, Retour vers le futur, pour les plus connus. Donc il y a du Joe Dante, du Don Bluth, du Robert Zemeckis, et évidemment beaucoup de Steven Spielberg, sauf pour tout ce qui concerne Indiana Jones, puisque ce sera produit par Lucasfilm. Donc la vibe de la Amblin, c'est ce qu'essaie en gros de reproduire aussi Stranger Things. En gros, ils ont mis des enfants au centre du récit. Ils ont fait des enfants dans les Goonies, dans E.T. d'ailleurs en premier. Ils ont fait des enfants le héros de leur récit en mettant souvent les adultes soit dans la catégorie des ennemis, soit dans la catégorie des personnes qui ne comprennent pas et qui ne peuvent pas résoudre l'enquête, puisque l'enquête se déroule on va dire à hauteur d'enfant, de ce qu'un enfant peut comprendre. Ce qui pour moi va pas forcément être respecté, par exemple dans Stranger Things. Parce qu'on va avoir des enfants en fait qui tiennent des dialogues souvent d'adultes, en fait, que c'est pas des adolescents qui peuvent tenir ces dialogues. Enfin bon. Ouais, Stranger Things fait référence visuellement à tout cet univers-là, mais dans la manière dont c'est traité, en revanche, c'est très différent. Sur le fond, c'est pas la même chose. Ouais, et c'est quelque chose qui était, c'est des choses qui étaient au centre d'E.T., au centre des Goonies, au centre des Gremlins. Alors moi, à titre personnel, je suis un grand fan d'E.T., des Gremlins, j'adore les Gremlins. Les Goonies, je suis beaucoup moins fan. Et le problème que j'ai avec ça, en gros, parce que c'est vrai que vouloir faire référence à la Amblin, pourquoi pas, ça a marqué tellement de gens, ça a donné... Enfin, c'est une telle part dans l'histoire de la pop culture, les films de la Amblin, c'est assez dingue. Mais ce qui pourrait être problématique, c'est que la Amblin, elle faisait des films de son époque, qui souvent parlaient de son époque. Les Gremlins, ça dit quelque chose sur le divertissement, par exemple. Et ce qui m'embête avec aussi ces tentatives, c'est de retrouver cette sensation-là. Et j'ai souvent, en fait, beaucoup plus l'impression de voir des trentenaires, voire maintenant des débuts de quarantenaires même, tenter de retrouver un peu des doudous dans les films et dans les séries qui finalement ne portent plus les discours que portaient
les films de la Amblin à l'époque. La Amblin, c'est aussi Jurassic Park, par exemple. Jurassic Park, ça dit quelque chose sur l'utilisation de la science, ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit réaliser... John Hammond réalise finalement des rêves de gosse qui étaient les siens, qui sont ceux de ses petits-enfants, on a l'impression aussi. Mais ça dit quelque chose, ce qui se déroule dit quelque chose, porte un discours sur la science. Souvent dans les films qui sont directement hérités de la Amblin, on retrouve des caractéristiques formelles, mais on a souvent soit un discours qui est beaucoup plus ténu, qui est beaucoup moins affirmé, soit voire qui est carrément absent. Et du coup, je trouve ça toujours un petit peu compliqué de certes faire des références formelles à ces films-là, à cette catégorie de films-là, et finalement oublier que c'est des films qui ont porté des discours à leur époque. Et alors Jurassic Park, il est complètement actuel. Enfin moi, je sais pas, quand je pense à John Hammond, ça me fait penser à l'autre zinzin là qui a créé SpaceX et Tesla, Elon Musk. Et en fait, c'est pour ça que je le trouve toujours actuel, c'est que quand je vois Jurassic Park, je vois aussi de ça. On a l'impression que Elon Musk, c'est un fou furieux qui à un moment donné a eu plein d'argent et qui réalise des rêves de gosse, de voitures autonomes. Il joue à des jeux vidéo sur les écrans de sa Tesla. Il veut partir sur Mars, envoyer des voitures sur Mars. Voilà, j'ai l'impression d'avoir un discours de Jurassic Park en fait qui est encore très actuel. Alors que est-ce que les films qui reprennent la Amblin seront déjà, je le trouve pas particulièrement actuel aujourd'hui. Est-ce qu'ils le seront toujours dans une décennie ou deux? Je suis pas sûr. Je pense pas que tous ces films qui se revendiquent de la Amblin aujourd'hui, et d'ailleurs Ovredal se revendique complètement de ça, puisqu'il l'a dit je ne sais combien de fois dans les interviews à la sortie du film qu'il voulait rendre hommage à la Amblin. Je pense pas qu'il lui rende hommage sur les thématiques, qu'il lui rende hommage sur le fond, c'est vraiment sur la forme, j'ai l'impression. C'est exactement ce que tu dis sur la culture doudou. En fait, il veut reproduire les images avec lesquelles il a grandi. Et c'est ce qu'il essaye de faire. Et pour le coup, sur Scary Stories, il y a un vrai effort qui est fait là-dessus. Ça fait pas trop carton-pâte, ça fait pas trop... On a vraiment l'impression d'être, effectivement... Alors, malheureusement, Stranger Things est passé par là, donc j'allais dire, on a un peu l'impression d'être dans les années 80 alors que c'est les années 60. Et alors, c'est les années 60, encore une fois, bah oui. Voilà. Mais bon, le truc, c'est que les films de la Amblin se passaient souvent, il me semble, dans les années 90, non ? Dans les années 80, pardon. Oui, il se passait... Donc, voilà. Il y avait des références, oui, à leur époque proche. Donc c'est le risque quand tu fais un film qui se passe dans les années 60, mais avec un univers visuel marqué années 80. C'est un petit peu... Ça fonctionne moins bien. On réduit la Amblin à ça, ils ont fait plein d'autres trucs. Non, mais ils n'ont pas fait que des films dans cette vibe-là. Hein. Ce que veut dire Ovredal quand il dit qu'il veut rendre hommage à ces films-là, lui, il va te citer E.T. et les Goonies, justement. Ouais, d'accord. Lui, c'est vraiment à ça, c'est le film d'aventure avec des enfants. Le film à mystère avec des enfants, plus exactement. Donc c'est exactement ça qu'il a voulu faire. Alors après, tu peux avoir l'impression d'avoir un peu une coquille vide, puisque du coup, tu as le visuel, mais tu n'as pas le fond qui suit, puisque le fond était propre à ces films-là. En effet. Enfin, le fond est différent. Le fond, c'est justement le discours de Del Toro sur le pouvoir du storytelling. C'est pas la même chose. Qui, pour le coup, aurait pu être actuel sans cette fin étrange. Ouais, je suis complètement d'accord. Je suis assez d'accord. Enfin, je sais pas si t'avais beaucoup d'autres trucs à rajouter. Je pense que je conseillerais le visionnage aux personnes que ça intéresse de Trollhunter et de The Autopsy of Jane Doe. The Autopsy of Jane Doe qui est sorti, donc il y a un long métrage de 2016, dans lequel on suit, j'ai évoqué tout à l'heure rapidement, un duo de médecins légistes, un père et son fils. Le fils est joué par Emile Hirsch, quel acteur quand même, à qui un shérif apporte le corps d'une jeune femme qui a été retrouvée sur une scène de meurtre. Sauf qu'ils vont se rendre compte que rapidement le corps en question c'est un peu une sorte d'énigme. Et qu'au fur et à mesure qu'ils vont explorer le corps, ils vont explorer des choses beaucoup plus sombres. Il va y avoir tout un tas de choses incohérentes entre les blessures internes, ce qu'on voit à l'extérieur. Il y a une première partie de film que je trouve vraiment incroyable dans sa mise en place et dans ses tensions. Une deuxième partie de film qui, comme je disais en début de discussion, qui fait référence à d'autres choses, c'est moins marqué suspense, c'est plus marqué fantastique. Et j'aurais peut-être précisé juste pour le The Autopsy of Jane Doe, donc traduit en français sous un autre nom anglais, The Jane Doe Identity. The Jane Doe Identity, exact, ouais. C'est très gore, faites attention. Enfin, c'est très gore dans cette deuxième partie.
Oui, mais C'est je dans veux sa dire, deuxième partie. si vous supportez pas le gore, il faut pas regarder The Autopsy of Jane Doe, hein. C'est assez vénère. C'est vraiment une autopsie. Enfin, Oui, tout à fait. Oui, enfin, et surtout, même si vous n'êtes pas sensible, ne le regardez pas en mangeant, par exemple. Ah oui, Parce que surtout pas. c'est l'histoire, c'est une autopsie qui se déroule, on va dire, presque jusqu'à son terme, et qui, du coup, laisse apparaître, des éléments complètement sanglants. Presque en temps réel, hein, donc vraiment, Ouais. on prend le temps, voilà, ça découpe, non, c'est vraiment, visuellement, c'est difficile à regarder par moment, hein, donc si vous avez vraiment du mal avec le gore, je sais il y a pas mal de gens qui n'ont pas pu voir Midsommar, notamment par rapport au gore. Là, Ouais. pareil, n'y allez pas, enfin, ne le regardez pas, vous allez vraiment passer un mauvais moment. Et donc son premier long métrage qui accédait au circuit international, Trollhunter, sorti en 2010, dans lequel on suit 3 étudiants qui, comme je disais, réalisent un documentaire dans le cadre de leurs études. Et là, on fait coucou à Projet Blair Witch. Faut toujours trouver un prétexte pour rendre crédible que quelqu'un tienne une caméra allumée dans toutes ces situations. Bon, bah là, en l'occurrence, on réalise un documentaire, donc il nous faut des images. Et donc, ils rencontrent ce qu'ils pensent être un braconneur d'ours en Norvège. Et évidemment, ils vont se rendre compte que c'est pas tout à fait des ours qu'ils chassent. C'est un film que, perso, j'avais bien aimé, notamment, comme je disais, avec son humour assez cynique, le chasseur qui se plaint de ses conditions de travail, qui se plaint du fait qu'il laisse les jeunes le filmer parce que il en a marre de travailler pour le gouvernement et que le gouvernement le maltraite à ce point. Donc voilà, c'est une succession de moments de tension et parfois d'humour qui fonctionne assez bien, parce que ça fait partie intégrante du récit, et parce que la rythmique de la vanne est souvent bien meilleure que dans Scary Stories. Donc pour le coup, le ton de Trollhunter est beaucoup plus léger. Donc là, pour le coup, vous pouvez y aller sans trop de pression, en l'occurrence. Écoute, je crois qu'on a fait le tour de Scary Stories, To Tell in the Dark, dans sa version originale, Scary Stories en français, tout court, c'est plus court, de André Ovredal. Je pense qu'il est temps peut-être de conclure cette émission. Ouais, je suis assez d'accord. Vous pouvez nous retrouver, notamment sur les réseaux sociaux, sur Twitter, @IFRpodcast, sur notre page Facebook Charles et Mathias. Vous pouvez toujours nous laisser des avis positifs et gentils sur iTunes. D'ailleurs, merci. J'ai regardé un petit peu les avis iTunes, tant sur le Bureau des Mystères, notre autre podcast, que sur Inspiré de faits réels. Et franchement, merci. Les avis que vous nous avez laissés font chaud au cœur. Et on est content que vous aimiez le concept de l'émission, que vous appréciez tel que nous, on voudrait que vous l'appréciez. Donc merci pour ça. Ça fait plaisir parce que des fois on tente des trucs, voilà, par exemple Midsommar, on sait que ça parle pas forcément à tout le monde, c'est pas un film d'horreur ultra grand public, et ça nous tenait à cœur de faire une émission dessus parce que voilà, on voulait parler de ce folklore-là, on voulait parler du cinéma d'Ari Aster, et on est très content de voir que ça a pris, quoi, que vous avez aimé cet épisode. Vous avez été plusieurs à nous mettre des avis sur iTunes ou même sur Facebook ou Twitter pour nous, pour nous dire que vous avez aimé l'épisode. Pour nous en parler, c'est vraiment très gentil. Donc voilà, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Nous, on vous dit à la prochaine fois pour un nouveau numéro d'Inspiré de faits réels. Et en attendant, si vous trouvez un bouquin abandonné, évitez de lire dedans. En fait, c'était d'écrire dedans que je voulais dire.